bonjour tout le monde et bienvenue à cette importante conférence de presse sur la sylviculture. C'est agréable de voir la salle aussi remplie. Alors, je me présente, Jean Lebel. Je suis sous-ministre associé aux opérations régionales pour le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et je vais agir ce matin comme maître de cérémonie. D'abord, j'aimerais saluer chaleureusement tous les élus de la région qui sont ici présents ce matin et également nos collaborateurs et nos partenaires de l'industrie forestière et de l'industrie sylvicole. C'est agréable de vous rencontrer tous ce matin. La conférence va se dérouler comme suit. Tout d'abord, le premier ministre et député de Roberval va venir nous entretenir dans un premier temps. Dans un deuxième temps, M. Laurent Lessard, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs également, va venir nous adresser la parole. Par la suite, M. Serge Chimard, député de Dubuc et également adjoint parlementaire du premier ministre pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, prendra également la parole. Et on a également M. Tony Côté de Roboitech qui viendra nous dire quelques mots. Par la suite, il y aura une période de questions qui est réservée aux journalistes uniquement. Donc, essentiellement, c'est le déroulement de la rencontre de ce matin. Et sans plus tarder, j'inviterai le premier ministre et le député de Roberval, M. Philippe Couillard, à venir nous entretenir. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Très, très heureux de vous retrouver ce matin, surtout dans cet endroit qui est un peu le symbole de ce dont on parle aujourd'hui. Un magnifique immeuble en bois structurel, d'ailleurs. Félicitations. Très bien réussi. Puis les machines de simulation pour les jeunes également. J'avais vu ça à Démo Forêt il y a une couple d'années. Ça donne quasiment le goût de retourner à l'école. C'est des beaux emplois. Et ça nous change de l'époque. Moi, vous ne savez peut-être pas ça, mais ma première job d'été, ça a été comme assistant bûcheron pour Rexfort. Pas Rexforêt, Rexfort, à Ragno, le long de la rivière aux Outardes. Tu sais, j'avais le crochet, là, puis je m'étais planté dans le bras, d'ailleurs. C'est pour ça que ma carrière s'est un peu interrompue par la suite. Je voudrais saluer mes collègues, Laurent, bien sûr, Serge, Simard, bonjour, M. Côté, de Roboitech, une entreprise directement impliqués dans ce dont on va parler aujourd'hui. Puis il y a plusieurs maires qui sont avec nous. Je leur demanderai de s'identifier, de lever la main pour que tout le monde puisse voir, parce qu'il y a des... Je vais vous nommer un par un, parce qu'il y a des citoyens de vos municipalités qui vont bénéficier aujourd'hui même de ce dont on va parler. Jacques Asselin, adoré, bonjour. Lucien Boivin, Saint-Prime, bonjour, M. Boivin. M. Fortin de Normandin, allô, allô. M. Perrault de Girardville, bonjour. M. Biron de Saint-Stanislas, M. Potvin, bien sûr, de Saint-Félicien. Bonjour, Gilles. Richard Hébert de Delbault. Bonjour, Richard. Merci de nous accueillir. M. Pilote de Sainte-Jeanne-d'Arc. J'en connais une, Pilote, mais je ne suis pas sûr qu'elle est parent avec vous, par exemple. Puis M. Villeneuve de Saint-Eugène. Bonjour. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être chez moi, ici, chez nous. Bien sûr, comme premier ministre du Québec, mais avant tout comme député de Roberval, pour rappeler, faut-il le faire encore, le rôle essentiel de la forêt pour les travailleurs et l'économie des régions du Québec. Je voudrais également remercier les gens de la commission scolaire qui nous accueillent aujourd'hui, parce qu'on est dans un milieu de formation. M. Bergeron, directeur général de la commission scolaire, êtes-vous dans la salle? Oui, bonjour, M. Bergeron. M. Pearson, qui est votre adjoint pour la formation professionnelle. On me dit que le directeur du centre est absent temporairement, donc merci d'être là aujourd'hui. C'est un endroit tout désigné, donc, et puis ça suit l'annonce de la Abitibi-Témiscamingue. Je sais qu'il a attiré l'attention ici, parce qu'on a des situations qui se ressemblent, où la semaine dernière, on a créé 350 jobs puis consolidé 500 autres jobs pour un total de 850 emplois. Aujourd'hui, là, ce qu'on fait, c'est d'annoncer de façon prévisible et stable près d'1 demi-milliard de dollars dans l'industrie de la forêt du Québec pour les 2 prochaines années, puis la consolidation de 1000 jobs, 1000 emplois dans la forêt. On a posé des gestes dès le début de notre arrivée au gouvernement. Le premier geste, qui n'est pas un symbole, puis qui était attendu par l'industrie, vous l'avez en chair et en os devant vous, c'est Laurent Lessard, un ministre qui est uniquement responsable du secteur de la forêt, de la faune et des parcs, mais de la forêt avant tout, qui ne noie pas cette responsabilité d'un ensemble d'autres éléments des richesses naturelles ou de l'énergie. Puis je sais que Laurent, et tout le monde le connaît, prend cette tâche-là avec beaucoup d'enthousiasme. Puis comme moi aussi, j'ai pas mal d'intérêt sur la chose, je le harcèle parfois assez fréquemment sur les dossiers forestiers. Alors ça va continuer, Laurent, je t'avertis tout de suite. On avait commencé donc en avril en rehaussant, comme on s'y était engagé, l'investissement en travaux sylvicoles à 225 millions. C'était un rajout de 42 millions qui avait été retiré. Puis déjà, ça avait eu l'effet d'une grosse bouffée d'oxygène pour l'industrie forestière parce que
Vous êtes tous ici du monde qui sont familiers avec l'industrie forestière, mais pour ceux qui nous écoutent, qui sont moins familiers avec cette réalité-là, disons qu'on compare l'industrie forestière du Québec à une grande pyramide, puis en haut, là, ce seraient les activités de transformation de plus en plus poussées de produits du bois. Mais la base de la pyramide, c'est ce dont on parle aujourd'hui. S'il n'y a pas de jardinage de notre forêt, s'il n'y a pas de travaux sylvicoles, il n'y a pas de productivité, il n'y a pas de récolte de bois planifiée, puis il n'y a pas de transformation non plus. Donc, la base de la pyramide forestière au Québec, le début, le déclenchement de la chaîne de valeur, c'est la sylviculture. Donc, je suis très heureux d'annoncer, de répéter qu'une enveloppe de 450 millions de dollars sera affectée pour les 2 prochaines années, soit 225 millions en 15-16, puis la même somme pour 16-17. Ça, c'est vraiment important, puis c'est la chose dont on m'avait parlé dans la campagne électorale également. Les travailleurs, les entreprises sylvicoles avaient besoin, bien sûr, de plus de ressources, mais avaient surtout besoin de prévisibilité et de stabilité pour que les travaux puissent se planifier, pour que l'achat d'équipements puisse se faire, pour que l'engagement des travailleurs puisse se faire. Je voyais votre site Web ce matin, à Roboitech, où vous annoncez déjà des emplois de plusieurs catégories pour la saison 2015. La beauté, c'est que vous pouvez dès maintenant également, au cours de l'été, travailler sur votre scénario, votre calendrier pour 2016. On sait que c'est à la base du développement de nos régions, la forêt, puis il faut qu'on la transforme, cette industrie-là, sans jamais perdre de vue l'essentiel, rendre notre bois de plus en plus de qualité, de plus en plus productif, pousser la transformation de plus en plus loin. Je peux vous dire que quand je suis allé en Abitibi, bien sûr, ça m'a fait penser à la situation de Chambord puis du Feuillus. Puis on espère, nous autres aussi, repartir de la transformation dans ce secteur-là. Puis je peux vous dire que ça fait partie des dossiers sur lesquels Laurent et moi, on se parle de façon presque hebdomadaire. Mais pour ça, encore une fois, ça nous prend une forêt de qualité, une forêt productive, puis une forêt exploitée intelligemment. Et intelligemment, ça veut dire dans l'esprit du développement durable. Bien sûr, les considérations d'environnement sont au cœur de nos préoccupations, mais laissez-moi vous redire ce que j'ai dit dès le début, que je redis régulièrement encore la semaine dernière en Abitibi. L'environnement, oui, ça comprend notre flore, notre faune, notre forêt, mais dans l'environnement, il y a l'être humain, le travailleur forestier et sa famille. Et ça aussi, ça fait partie pour moi de l'environnement et du développement durable, que le monde peut rester chez nous avec des bonnes jobs, nos jeunes revenir, puis avoir un avenir dans l'industrie forestière. C'est également important pour moi, je tiens à vous le dire. Alors, d'autres vont me suivre pour vous expliquer les aspects plus concrets de cette annonce-là. Mais je veux vous dire que pour moi, c'est un engagement qui date des premiers jours de ma candidature, même comme chef du parti, comme député, et finalement, j'ai eu la confiance de la population. L'engagement de continuer à me préoccuper quotidiennement, pas juste en théorie, en pratique également, de l'avenir de notre industrie forestière, de nos entreprises et de nos travailleurs. Alors, bravo à tous. On continue, on va de l'avant et on va redonner au Québec la place que l'industrie forestière a toujours eue. Merci beaucoup. Merci, M. Couillard. J'invite maintenant le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Lucien Lessard, à venir vous dire quelques mots. M. Lessard. Oh, excusez-moi. Ça me fait encore rire. Il doit y avoir un Lucien qui a été populaire dans le coin. Je porte encore son nom à quelques reprises, donc c'est tout pardonné, Jean-Sylvain. Alors, Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup de cette belle annonce, cette confiance aussi que vous avez et à cœur l'industrie de la forêt, évidemment. Vous en parlez souvent mieux que moi parce que vous êtes tellement imprégné de ça. Et nécessairement, quand le Premier ministre du Québec, qui est le leader en chef, qui adresse la question de la forêt, ça l'aide à son ministre de la forêt, de la faune et des parcs, nécessairement. Je veux saluer mon collègue Serge Simard, qui a occupé les responsabilités de ça aussi pendant plusieurs années, qui a fait ça de façon magistrale, un gars engagé, un gars qui va à fond. Alors, et c'est pour ça que le premier ministre l'a nommé aussi adjoint au premier ministre. Alors, j'apprécie avec toi faire cette annonce-là aujourd'hui. Ça a tout son sens quand on regarde nos industriels, quand on regarde nos maires d'insu, quand on regarde aux travailleurs qui vont avoir de l'ouvrage toute l'année. Alors, donc, c'est important. Merci aussi aux maires de nous accueillir chez vous ici à Dolbeau. Je veux saluer aussi la commission scolaire. Merci de nous prêter des locaux quand même. C'est assez représentatif, comme disait le premier ministre. Bon, ça n'a pas besoin de jaser tellement longtemps pour voir avec quoi c'est fait. Donc, c'est significatif. Donc, de voir qu'on est capable de faire du bois d'ingénierie de haute qualité, de l'intégrer aussi dans nos bâtiments institutionnels. Deuxièmement, bien, vous avez vu, non, ce n'est pas des manettes pour conduire sur vidéo ordinaire, c'est de la simulation, donc des transferts technologiques, parce que la technologie existe aussi dans nos équipements forestiers. Je veux saluer l'ensemble des maires aussi qui sont ici présents ce matin. Juste pour vous rappeler qu'au fil des années, le premier ministre a demandé d'améliorer l'information forestière auprès des municipalités. Il y a plus de 140 municipalités qui vivent
directement de la forêt. Donc, on a créé le réseau municipal de l'information forestière dans lequel on va faire des échanges pour qu'on ait les mêmes données sur le cycle de l'industrie dans les différents, soit la production de bois, papier journal, les panneaux, etc. Donc, quand on se donne l'information, au moins, on est capable ensemble de la véhiculer. Et on a demandé à la Fédération québécoise des municipalités de tenir dans ses assises annuellement un volet toujours sur la forêt. Alors, je tiens à saluer le leadership des maires ici qui nous a aidés avec Richard Lehoux, le président de la Fédération québécoise. Et annuellement, on va donc tenir de l'information forestière et donc faire des échanges sur les préoccupations. J'ai aussi des partenaires qui, à tous les jours, réalisent des travaux, soit par association ou regroupement, que ce soit l'Association québécoise des entrepreneurs sylvicoles du Québec, M. Pascal Audette. Il y a l'Association québécoise des entrepreneurs en travaux d'aménagement forestier qui est représentée par Isabelle Tanguay, Conseil d'industrie forestière André, parce que vous l'avez dit, M. le Premier ministre, c'est tout un cycle. Donc, à la fin, il y a à la maturité que les entreprises et transformateurs. Alors, je salue sa présence. Alain Paradis, président de la Fédération québécoise des coop forestières. Rénal Bernier, regroupement des sociétés d'aménagement forestier, donc ce qu'on appelle le RESAM. C'est une excellente nouvelle à matin. C'est un signal fort pour l'industrie, près de demi-milliard de dollars qui est investi pour les entreprises, les donneurs d'ouvrages de chez nous, qui envoient un message à leurs travailleurs, non seulement des attirer, mais donc la rétention, l'attraction, mais la rétention aussi, en disant on a de la prévisibilité. L'industrie forestière, M. le Premier ministre, a envoyé un message fort au gouvernement. Il faut savoir ce qui s'en vient en avant de nous autres. Dites-nous l'état de la forêt. C'est pour ça qu'on a demandé aux forestiers en chef de nous donner la possibilité forestière pour les 5 prochaines années, qui a enclenché un processus très important de revoir les garanties des usines. Quels sont les besoins pour chacune des usines dans l'ensemble du Québec? Donc, ça nous a donné au mois de décembre toute la possibilité forestière, toutes les garanties pour les entreprises qui vont prendre des volumes de bois, qui va faire en sorte qu'on est capable de dire dans quel secteur on veut investir. Et on a récompensé ceux aussi qui avaient investi au fil des années. On a demandé aussi aux forestiers en chef, donne-nous quels sont les volumes non récoltés des dernières années, parce qu'ils prenaient pour acquis que tout le bois avait été récolté. La réponse, c'est non. Alors, sors-nous le bois qui n'a pas été récolté pour qu'on puisse aussi le donner aux usines pour aller le récolter et le mettre en marché. Nécessairement, tout ça est associé dans un contexte très favorable de la reprise américaine, le dollar, le taux de change, etc. Donc, ils ont éliminé aux États-Unis aussi un ensemble d'un parc immobilier qui fait en sorte que la demande est de retour. Les consommateurs américains ont confiance dans leur économie et on a dépassé les 1,1 million. On atteint les 1,1 million de mise en chantier aux États-Unis. Ça se ressent chez nous. Donc, c'est bon pour le secteur, c'est bon pour la prévisibilité. Puis dans le domaine des travaux sylvicoles, il disait, puis nous autres, oui, vous nous en avez donné l'année passée, mais ça va être pareil cette année. Non seulement, M. le Premier ministre, vous allez pour cette année, vous allez aussi pour l'année prochaine. Donc, il permettra donc aux entreprises comme M. Côté de dire à leurs employés, « Oh, on est capable de travailler maintenant, on est capable de travailler durant l'été pour l'année prochaine, de préparer nos inventaires, de revoir les secteurs qui sont à reboiser, les secteurs qui sont à déblayer. » Donc, ça envoie des messages pour la coopérative de Normandin nécessairement. On a toute notre génétique, on fait des plans, puis on prépare des plans à planter des arbres. Alors donc, c'est bon pour tout l'ensemble de l'industrie forestière. Puis plus que ça, ils nous ont dit, peux-tu le dire d'avance quand est-ce que ça va arriver? C'est quoi la répartition régionale? Bien, en général, la répartition régionale va être connue dès ce mercredi. Puis en plus, on a prépublié depuis le 3 février la grille des taux. Donc, non seulement vous allez savoir à quel taux vous allez faire les travaux, mais depuis le 3, on est en consultation, puis d'ici la fin du mois, on va savoir c'est quoi le taux applicable dans toutes les régions du Québec. Puis dès mercredi, on va connaître la déclinaison de l'ensemble des régions du Québec sur le montant qui est attribué à chaque région. À partir de là, chacun pourra se mettre au travail, retourner dans le bois, faire sa planification, exécuter les travaux. Comme ça, c'est un Québec qui va bien quand le Québec sait vers où il s'en va. Alors donc, je lance ce message à tout le monde. On est donc en prévisibilité. On travaille aussi à améliorer nos pratiques forestières. Honnêtement, notre ambition, M. le Premier ministre, c'est de libérer la forêt québécoise, le redonner à toutes les entreprises qui veulent l'exploiter, donner de la valeur ajoutée pour qu'on puisse, dans un marché haussier, aussi faire des bonnes affaires parce qu'on a connu un long cycle baissier qui a fait mal au secteur de l'industrie. Donc, il y a beaucoup sur le côté opérationnel, donc dans l'ensemble des travaux du Québec. On a demandé à chacune de nos directions régionales de travailler sur les harmonisations, sur la connaissance des inventaires,
pour que l'industriel qui va dans le bois, l'entrepreneur qui va dans le bois, entre les inventaires qu'on lui a vendus, qu'on lui a préparés, ou les terrains qu'on lui a dit de préparer, mais que la réalité soit la même. Donc, s'assurer qu'il ne perde pas d'argent, qu'il puisse faire des travaux intelligemment, puis que la séquence soit mieux organisée. Comme ça, bien, quand il ne perd pas d'argent, bien, il est capable de faire des profits, puis il est capable d'ordonner à ses travailleurs. Alors donc, chapeau, merci beaucoup. Ça donne une grande perspective à l'industrie, puis ça répond aux besoins de nos entreprises, de nos entrepreneurs. Merci, puis bons travaux pendant les 2 prochaines années. Merci beaucoup, M. le ministre. M. Laurent Lessard. Désolé pour mon lapsus. J'invite maintenant M. Serge Simard, député de Dubuque et adjoint parlementaire du premier ministre pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Monsieur Simard. Merci, Jean-Sylvain. D'abord, bien sûr, je vais saluer mon premier ministre, M. Couillard, député de Roberval. Laurent, merci beaucoup de ta venue dans notre région, parce que je pense que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est ta région, c'est la région forestière du Québec. Et puis, on est toujours, bien sûr, très, très honoré de te recevoir. Monsieur Côté, je vais saluer, moi, vous comprendrez, un de mes électeurs, un gars qui reste à la terrière, un gars qui est dans mon comté. Merci d'être là, Monsieur Côté, merci beaucoup. Je vais saluer les maires, je ne les nommerai pas tous, mais je vous remercie d'être ici présents parce que vous comprendrez que, bien sûr, on travaille tous pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et votre présence aujourd'hui fait la démonstration que vous êtes toujours préoccupés par l'ensemble de vos contribuables. Gens des médias, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la forêt fait partie, bien sûr, de notre histoire. Nos premières entreprises étaient forestières et une grande partie de notre base industrielle est encore reliée à cette industrie aujourd'hui. On le sait, chez nous, quand la forêt a des difficultés, bien, on a tous des difficultés partout dans nos municipalités. L'annonce aujourd'hui démontre que notre gouvernement fait en sorte que cette forêt associée à notre passé puisse être associée à notre avenir. Moi, je me souviens, beaucoup d'entre vous vont s'en souvenir, là, lors du rendez-vous sur la forêt. C'est un souvenir que j'ai. Mon premier ministre était présent. Et puis, il y avait un ingénieur qui s'est avancé en avant, puis il souhaitait, première chose que cet ingénieur-là disait, faudrait qu'il y ait un ministre responsable de la forêt. Le premier ministre qui est toujours à l'écoute des demandes des gens directement impliqués, qu'est-ce qu'il a fait? Le premier geste qu'il a posé, il a nommé un ministre responsable de la forêt pour que cette industrie soit bien servie. Je l'en remercie aujourd'hui. Merci, M. le Premier ministre, d'avoir été à l'écoute à ce niveau-là. Et bien sûr, moi, comme député, je rencontre des entrepreneurs, je rencontre aussi des travailleurs, beaucoup de travailleurs forestiers. La grande inquiétude que ces gens-là avaient, c'était de savoir est-ce que l'année prochaine, on va travailler. Justement, dernièrement, j'avais une rencontre avec une assemblée générale où il y avait beaucoup de travailleurs forestiers. Il y en a un qui s'est levé puis il a dit nous autres, là, en sylviculture, c'est quoi qu'on va faire? On va-tu travailler cette année? C'était sa préoccupation. Bien, aujourd'hui, là, Laurent, le premier ministre, vient de lui donner une réponse, pas pour une année, là, pour les 2 prochaines années. Ça va permettre à son industrie de s'organiser, de mettre en place un avenir pour ses enfants, si on le goût de suivre leur père, ou encore de mettre du pain sur la table des familles. C'est ça qu'on veut comme politiciens, à tous les jours qu'on se lève. Et ça, moi, je le remercie. Je remercie le ministre responsable de la forêt, mais toujours, bien sûr, le premier ministre qui, avant tout, est le ministre responsable de la région. Et c'est important pour notre région. Merci, M. Couillard. Merci beaucoup. Si la culture forestière s'avère si importante au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est que la ressource y occupe un rôle majeur du point de vue économique, social et environnemental. Je pense que le premier ministre en a parlé tout à l'heure. Faire du développement durable, c'est ça. Je me permets de vous dresser un bref portrait de l'industrie de la forêt dans notre région. On parle ici de 10 500 emplois directs issus du secteur primaire, secondaire et tertiaire, d'une possibilité forestière, toute essence, en volume marchand brut, pour la période 2015-2018, de plus de 7 millions de mètres cubes, c'est-à-dire, plus exactement, là, 7 3 900 mètres cubes. Donc, vous voyez tout l'importance que prend cette industrie chez nous.
de 30 des investissements sylvicoles non commerciaux totaux. Nous avons à cœur la forêt, les travailleurs et la prospérité économique de toutes nos communautés. C'est pour cette raison que notre approche est synonyme de maintien, mais également de consolidation et de création d'emplois chez nous, mais également partout au Québec. L'investissement annoncé aujourd'hui contribuera à bâtir un patrimoine forestier riche, parce que la sylviculture, ça construit la base de l'industrie forestière, et c'est exactement ce que nous comprenons. Ça va justement et solidifie donc toute cette industrie. Et bien sûr, nous pourrons bénéficier, les générations futures, les générations actuelles, nous pourrons bénéficier de tout ça dans notre région. Et moi, c'est bien sûr à la grandeur du Québec, mais tout particulièrement, étant donné que je suis député dans ma région, moi, ce que je voulais, c'est consolider cette industrie-là. Et moi, je remercie encore une fois mon premier ministre et je remercie Laurent d'avoir fait cette annonce aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Simard. J'inviterai maintenant M. Tony Côté de l'entreprise Roboitech à venir vous entretenir sur l'importance de cette annonce d'aujourd'hui pour son entreprise et pour le Québec. Merci. Merci beaucoup, M. Lebel, M. le Premier ministre, M. Simard, M. Lessard. C'est un vent de fraîcheur ce matin, l'annonce du Premier ministre et du ministre Laurent Lessard. Malgré la température qui est froide, c'est un grand vent de fraîcheur. Merci beaucoup. Pour les entreprises sylvicoles, une annonce comme celle-ci, un 9 février, c'est majeur. C'est majeur parce que ça nous permet de planifier immédiatement la saison 2015. Ça nous permet d'embaucher nos gens, ça nous permet de former nos gens. On est au CFP aujourd'hui et le CFP, préparez-vous, vous allez probablement avoir de la formation à faire ce printemps et le printemps suivant. C'est également deux choses parce qu'on a 15-16 et on a également 16-17 qui nous est donné ce matin. Donc, immédiatement, on peut planifier durant la saison 2015 toute notre saison 2016. Pour une entreprise comme la nôtre, c'est l'investissement immédiatement sur le terrain, sur les camps, sur la main-d'œuvre, et ça l'apporte énormément. Ça justifie toute l'embauche et tous les gens qui peuvent être attachés au milieu forestier. Un grand merci au gouvernement d'avoir fait cet investissement-là ce matin, un 9 février. Alors, merci beaucoup au gouvernement Couillard. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Côté. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions et j'inviterai M. Harold Fortin, porte-parole du Premier ministre, à s'occuper de la période de questions. M. Fortin. Donc, période de questions pour les journalistes. Il y a un micro qui est juste au milieu de l'allée ici. J'aimerais que vous puissiez vous déplacer vers le micro. Vous identifiez ainsi que le média que vous représentez. Louis Martineau, TVA. Simplement pour précision, c'est des sujets sur la conférence de presse ou on peut déborder du sujet de la conférence? Oui, mais en général, on tente de parler du sujet de la conférence de presse, oui. Mais si vous avez d'autres questions, vous pouvez. Je peux aller vers d'autres questions autres que celles de la conférence. Ça serait bienvenu de commencer par la conférence de presse. Vous pouvez y aller. Écoutez, pour moi, c'est complet. M. Couillard, à Montréal, on me demande une question au sujet du cégep Rosemont ce matin. À l'effet que le cégep a coupé l'herbe sous le pied à un organisme qui tenait un site Internet où est-ce qu'il y avait des liens qui se dirigeaient vers des sites plutôt extrémistes. Est-ce que vous croyez que le cégep a pris une bonne décision? Il faut être en vigilance constante. Pourquoi? Pour assurer la sécurité de notre monde. C'est ça qui est important. Tous les jours, on est en lien avec les agences de sécurité du Québec, d'ailleurs au Canada et d'ailleurs dans le monde, pour s'assurer qu'on coordonne nos actions pour protéger la sécurité des Québécois. Alors, ce genre de surveillance, ce genre d'intervention, il est bienvenu. Chez nous, là, il y a des libertés comme peu d'endroits dans le monde, y compris la liberté de pratiquer ta religion puis de la liberté de parole. Mais il y a une limite à ça. Puis pour moi, la limite apporte un grand nom, c'est la sécurité du monde. Elle a été franchie dans ce cas-là? Il y avait des craintes, de toute évidence, et je pense qu'on a agi avec prudence. Potvin, Journal Le Quotidien. Bonjour. Vous annoncez des travaux en sylviculture, mais il y a beaucoup d'inquiétudes ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean concernant, évidemment, la protection de la forêt. Donc, même si on continue à investir en sylviculture, mais il n'y a plus d'arbres à couper dans le futur, qu'est-ce qu'on répond à ça? Bien, il y en a pas mal d'arbres, puis il y en aura encore beaucoup dans le futur. Il y a des millions de mètres cubes de bois qui vont être disponibles pour la récolte.
toutes les actions qu'on va poser, que ce soit en protection de territoire ou que ce soit sur la question du caribou forestier, je vais le répéter encore une fois, là, pour moi, elles vont passer par le prisme de l'analyse de l'impact sur l'emploi. Et puis, je veux répéter encore une fois, parce que pour les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas dans une région forestière, c'est important de comprendre ça. Tout le monde doit faire du développement durable. Je le répète, le développement durable, ça comprend aussi les familles humaines qui vivent sur le territoire, particulièrement dans le domaine forestier. Et pour moi, là, c'est un principe absolument fondamental. Les décisions finales... les décisions finales sur ces questions-là avec Laurent, avec nos collègues du caucus, du Conseil des ministres, je peux vous assurer qu'elles vont être prises, oui, dans un esprit de développement durable, mais avant tout, pour maintenir la vitalité économique de nos régions. Est-ce que l'idée de repousser la limite nordique pour la protection est toujours envisagée? On n'ira pas dans les scénarios aujourd'hui. Laurent est à l'étude de plusieurs possibilités sur cette question-là. Je rappelle qu'une grande partie du troupeau de caribous forestiers, de toute façon, est déjà au nord de la limite de forêt exploitable. Alors, on est conscient de ça aussi. Et Laurent va nous présenter bientôt des scénarios et sa recommandation au caucus puis au Conseil des ministres. Merci. Autre question de part des journalistes? Caroline Labrie, Énergie, Rouge FM. Vous en avez glissé un mot concernant l'usine Chambord. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez faire là, présentement? Parce qu'on a l'impression que d'un côté comme de l'autre, on a un peu les mains liées. Je vais vous dire, là, quand j'étais à Amos puis à Val-d'Or la semaine dernière, j'étais content pour le monde là-bas. Mais j'avais un petit sentiment d'inquiétude, aigre-doux un peu, là, pour la situation qui est la même à Chambord, avec tout ce beau bois feuillu-là qu'on laisse là, et qui ne sert pas à faire travailler notre monde. Alors, je vais vous dire que les décisions approchent très rapidement. Si j'avais une image à vous donner, là, je dirais que la main du gouvernement est autour du bois là, de cette usine-là. Ils sont mieux de donner des garanties très précises avec des dates, des investissements et des jobs. Sinon, ici, dans cette salle-là, puis ailleurs, il y a du monde qui savent quoi faire avec ce bois-là. Alors, je peux vous dire qu'on arrive au rendez-vous là, ultime dans ce dossier-là. Je pense que la patience a été étirée, là. On voit qu'il y a des investissements qui se font ailleurs. Il n'y a pas de raison que ça n'en fasse pas chez nous aussi. D'autant plus, ce n'est pas juste le feuillu. Les gens de la forêt savent très bien que ça va leur donner accès aux résineux sur le territoire également, puis continuer à faire des activités. Alors, ça, s'il n'y a pas une semaine où je n'appelle pas Laurent là-dessus. Puis également notre collègue Jacques Daou, parce que s'il y a une entreprise, que ce soit Louisiana ou une autre entreprise, qui dit « Écoute, moi j'ai un projet, je voudrais bâtir une usine, par exemple, pour un nouveau produit ou le même produit, puis on a besoin d'aide du gouvernement, on est là pour ça. Par contre, ça nous prend quoi? Ça nous prend un entrepreneur ou des entrepreneurs qui veulent bâtir quelque chose, qui mettent également leur argent sur la table. La semaine dernière, en Abitibi, le gros de l'investissement, il venait des entrepreneurs. Puis Investissement Québec, le gouvernement est là pour donner un coup de main. Alors, on arrive du rendez-vous, je dirais, ultime dans ce dossier-là. Merci d'avoir soulevé la question. Il n'y a pas de super-hôpitaux, là. Bon, en fait, c'est 3S, on s'entend. Ça veut dire que c'est un établissement qui regroupe toute la région, toute taille, toute mission. On ne construit pas un immense hôpital puis on ne ferme pas les autres, là. Je veux juste rétablir ça. Je sais que ce n'est pas ça que vous vouliez dire, mais on pourrait l'imaginer. Ceci étant dit, au niveau régional, comment est-ce que ça va s'articuler? Parce que vous avez laissé ouvert la porte à ce qu'il y ait certaines tâches administratives qui soient faites du côté d'Alma. Là, finalement, c'est à Chicoutimi que ça se passe. Comment est-ce qu'on va s'organiser? D'abord, je voudrais saluer la décision qui a été prise par mon collègue de la Santé et des services sociaux. Peut-être que le ministre régional a joué un petit rôle là-dedans, de donner le statut universitaire aux CIS de la région. C'est très important. On forme des médecins chez nous, là, du début à la fin. Alors, il fallait que ce soit reflété dans la désignation. Ça a été fait. Maintenant, OK, on a dit le siège social de cet établissement régional-là peut être à Chicoutimi, mais je peux vous dire que je vais suivre très attentivement le maintien d'activités, non seulement, bien sûr, les activités pour les patients dans nos centres autour du lac, mais également, je veux que le conseil d'administration se promène, puis aille s'asseoir à Dolbeau, aille s'asseoir à Robertval, aille s'asseoir à Alma pour parler avec le monde de la place, puis que certainement des tâches administratives peuvent continuer d'être faites dans nos milieux. Alors, je peux vous dire que ça, c'est le dossier que je vais suivre très, très attentivement, mais sinon, la région y gagne beaucoup. Il n'y a plus de dédoublement, il y a une seule organisation, puis on a enlevé le middleman, comme on dit en anglais, on a enlevé le messager. La région en santé, elle part directement au ministère. Il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux, et ça, c'est un gain important. Est-ce que l'usager va y voir une différence? L'usager va y voir une différence à long terme. Ce qui va surtout aider l'usager, c'est les prochains éléments. Parce que ça, c'est le début d'une construction là, pour la santé. Le prochain élément, c'est la question des soins médicaux. Puis je peux vous dire que c'est là que l'usager va voir une différence. On a déposé un projet de loi. Il faut que les médecins voient l'intention qui est là, qui est de garantir davantage d'accès pour nos patients, surtout pour les médecins de famille. Puis on a également la réforme du mode de financement des établissements. Ça fait un tout, là. Au lieu de dire à un hôpital ou à un C3S ou au CIS,
Garde, tu as le même budget que l'an dernier, garanti plus X %. On va dire, montre-nous ce que tu fais pour les patients. On va te financer selon ton activité réelle envers les patients. Ça aussi, les gens vont y gagner. Mais c'est un tout. On ne peut pas isoler une des trois parties. Il faut que les trois fonctionnent encore. Merci. Donc, ceci met un terme à la période de questions. Merci pour votre collaboration. Merci beaucoup, tout le monde. Bravo. Je suis tellement contente parce que, grâce à la loi sur l'équité salariale, c'est comme si ma mère avait récupéré 10 ans de sa vie au travail. Avec la loi sur l'équité salariale, vous pourriez obtenir un ajustement salarial rétroactif jusqu'à 2001. Vérifiez si vous y avez droit. Merci, Mme Paradis. Donc, comme Mme Paradis l'a dit, Michèle Simard, présidente du conseil d'administration depuis le mois de novembre. Je suis au conseil d'administration depuis 2 ans du Festival Dédé Fortin. J'ai 2 membres ici avec moi aujourd'hui. Il y a Daniel Boisclair, qui est représentant de la ville au sein du Festival Dédé Fortin, et Nancy Paradis, qui est avec nous depuis quelques années. Éric Bérard, assis à l'arrière, qui est une personne ressource pour le conseil d'administration. Donc, le positionnement du Festival Dédé Fortin. Présent au cœur de la municipalité de Normandin depuis 2011, le Festival Dédé a su honorer à sa mission, qui est principalement de faire découvrir et soutenir les groupes de la relève francophone québécoise. Comme le faisait si bien Dédé, André Dédé Fortin. L'appréciation unanime des groupes ayant participé à ce concours unique pour eux, en est le meilleur témoignage. La réussite professionnelle de plusieurs groupes ayant déjà performé sur la scène du Festival Dédé Fortin démontre bien l'importance de poursuivre cette mission. La nomination de Mordicus à la catégorie Album Rock de l'année au dernier gala de la disque, ainsi que la réussite des 8 Babins et de Lubic, qui sont nos gagnants de l'année dernière, n'en sont que quelques exemples. Au fil des années, le Festival Dédé Fortin a su créer une notoriété, réalisant ainsi son second objectif, qui est de promouvoir Normandin et la MRC Maria-Chapdelaine à travers le Québec et la communauté francophone. En témoignage de cela, le passage à plusieurs émissions, tant radiophoniques que télévisuelles, et l'apparition dans divers médias écrits, journaux régionaux, provinciaux et revues spécialisées en sont quelques exemples. Afin d'assurer la pérennité du Festival Dédé Fortin, si cher au cœur tant des Normandinois que des groupes de la relève francophone, le conseil d'administration a pris la décision de présenter sa 5e édition en 2016. Une restructuration tant du conseil d'administration que de la structure financière qui sont présentement en cours en sont les principales raisons. Malgré la perte de membres fondateurs au sein du conseil d'administration, un bon noyau est demeuré en place et de nouveaux membres s'y sont ajoutés. Le comité organisateur du Festival Dédé Fortin compte actuellement 8 membres, avec le soutien de ses partenaires majeurs, travaille déjà ardemment afin de présenter une édition de grande qualité en 2016. Grâce à ces nouvelles bases solides et aux 4 années d'expérience déjà acquises, nous aurons tout en main pour bien préparer et orienter les prochaines éditions et les prochaines années. La prise d'une telle décision n'a pas été évidente et les membres du conseil d'administration ont réfléchi très sérieusement aux conséquences d'un tel geste. Mais avec l'accord et le soutien de nos partenaires, nous sommes rassurés sur le choix que nous avons fait. L'année 2015 sera consacrée à une activité de financement majeure, dont les détails vous seront dévoilés dans les prochains mois. Nous lançons un appel à tous les gens de Normandin. Nous comptons sur votre présence et votre support, autant pour l'année de financement que pour l'année de présentation du festival. Votre participation est au cœur de notre nouvelle orientation. À tous les groupes de la relève francophone, à vos crayons et instruments, vous avez 1 an pour vous préparer à venir nous éblouir sur la scène du festival, sur la rue principale. À tous nos partenaires, votre soutien nous est primordial. Nous comptons sur votre fidélité, votre générosité et votre appui.
Bonjour, M. Girard. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Nous comptons sur votre fidélité, votre générosité et sur votre appui, ce qui permettra assurément d'atteindre nos objectifs. Nous tenons d'ailleurs à remercier nos partenaires majeurs, qui sont la Ville de Normandin, la Caisse populaire des Plaines boréales, Planète, LSM, Hydro-Québec, la Coop des Deux-Rives, la SOCAN, MCT Pneus et IGA de Normandin. Donc, merci. Je cède la parole à Cathy. En second lieu, je cède la parole à M. Mario Fortin. Merci beaucoup, Mme Paradis. Alors, je suis très heureux d'être ici, d'être à côté des gens du festival pour cette importante annonce concernant l'avenir du festival. Alors, pour nous, pour la Ville de Normandin, ce festival-là est très important. C'est un jeune festival qui a seulement 4 ans, a pu déjà étendre ses tentacules, pas rien qu'au niveau de la région, mais au niveau de la province. Alors, pour la Ville de Normandin, cette activité-là est très importante et on est très fiers d'être associés aux organisateurs. C'est sûr que cette décision-là, aujourd'hui, quand on l'a appris, on a comme shaké un petit peu. On a dit « Oh boy, c'est important comme décision ». Mais après avoir discuté avec Michel, qui représente son conseil d'administration, je pense que c'est une décision qui est logique. Après 4 ans d'existence, je pense que c'est le temps peut-être de regarder, de voir ce qu'on pourrait améliorer, ce qu'on pourrait changer. Et je salue la décision, parce que c'est pas évident là, de dire on saute une année pour revenir plus tard, mais si c'est pour garantir l'avenir du festival, je suis entièrement d'accord avec cette décision-là. En même temps aussi, ce que je veux dire, cette fête-là, au cours des années, l'année passée, on a vu quand même des choses intéressantes. C'est sûr que les gens de Normandin, on peut leur dire qu'ils n'étaient pas présents. On va sûrement continuer de les inviter à participer au festival. Et l'année passée, on a vu des belles activités où on a eu de la participation. On parle de la journée de la famille, on parle de la journée de la fête des enfants qui étaient intégrés au festival. Et ça a permis d'amener des nouvelles choses. Le cœur du festival, selon moi, doit rester. Et Michel vient de le confirmer, que je pense qu'on a quelque chose dans les mains qui mérite d'être développé. Mais si on peut apporter d'autres choses autour de ça qui va favoriser la participation et le sentiment d'appartenance des gens de Normandin, on ne peut que être fiers de ça. Je ne passerai pas sous silence aussi que le fait qu'à Normandin, puis ça, on est très fiers. On a un programme musique-études, Commission scolaire du Pays des Bleuets. On a un programme musique-études qui est unique en son genre et qui connaît un succès. Puis on le voit pas, ces gens-là ne se vendent pas, mais c'est un acquis pour Normandin. Et on est fiers de voir les talents qui sortent du programme musique-études et qu'éventuellement, on va sûrement en retrouver dans notre festival comme participants. Alors, je lance un message à la Commission scolaire du Pays des Bleuets, le programme musique-études. Je pense qu'il faut regarder ensemble de quelle façon on pourrait avoir une visibilité pour ce programme-là, une participation des gens, pas dans le cadre de la compétition ou du concours, mais quelque chose de connexe. Et j'en prends l'engagement d'aller voir la Commission scolaire du Pays des Bleuets et ensemble de travailler à intégrer le programme musique-études là, au festival. Puis je pense que ça serait un plus pour tout le monde. Aussi, en même temps, j'invite les gens de Normandin à profiter de cette pause-là pour rencontrer les membres du conseil d'administration et de leur faire part de leurs suggestions ou commentaires. Je pense que c'est important d'avoir le pouls de la population, d'avoir le pouls des gens. Et j'invite les Normandinois et Normandinoises à profiter de ce moment-là, d'appeler Michel ou les gens du conseil d'administration et de leur faire part de leurs commentaires ou suggestions qui feraient qu'on pourrait bonifier ça puis d'avoir développé un sentiment d'appartenance. En terminant, Michel, au nom de la Ville de Normandin, je tiens à vous dire à toi et ton conseil d'administration que nous sommes 100% d'accord avec vous autres, qu'on vous supporte et on sera là pour l'édition 2016 et on sera fiers de montrer à la population et aux gens de la région qu'on a un festival qui est là pour rester. Alors, merci beaucoup. Merci, M. le maire. Merci, M. Fortin. En dernier lieu, je prête maintenant la parole à M. Girard. Oui, on va. D'un premier temps, je tiens à m'excuser. J'ai eu
une alarme d'incendie, donc j'ai été obligé de faire ma partie qui me permet là, de voir autre chose. Donc, je m'excuse de mon retard aujourd'hui. Monsieur le maire, Madame la présidente, le comité organisateur, je vous salue, et les journalistes également, d'être en si grand nombre. Pour nous, au niveau de la Caisse, c'est important d'être présent avec ces gens-là. Et je tiens à vous présenter le mot du conseil d'administration, si vous permettez bien. Bien, bonjour à tous. Depuis toujours, la Caisse populaire des Jardins des Plaines boréales accorde une très grande importance aux projets rassembleurs qui se déroulent sur son territoire et contribuent concrètement à leur réalisation. En tant que coopérative de services financiers, nous avons une responsabilité dans le développement de nos collectivités et nous y engageons de façon concrète. Nous considérons que le Festival Dédé Fortin est le parfait exemple d'un projet mobilisateur visant à récompenser les talents des jeunes artistes, tout en faisant rayonner notre merveilleuse région à l'échelle provinciale. La Caisse populaire des Jardins des Plaines boréales est fière de s'impliquer auprès du festival, dont l'une des missions est d'honorer la mémoire d'André Dédé Fortin, un grand artiste originaire de chez nous. Nous aimerions souligner ici les efforts ainsi que le temps investi par les membres du comité et par tous les bénévoles qui ont à cœur la réussite de ce projet d'envergure. Depuis sa création en 2012, c'est un montant de 22 000 qui a été remis au festival par notre coopérative afin qu'il puisse prendre son envol et de dévoiler sa crédibilité auprès de la population. Madame la présidente, les gens du comité, donc au nom de la Caisse tient aujourd'hui à manifester son soutien au Festival Dédé Fortin. Nous croyons à ce beau projet pour notre milieu et souhaitons qu'il prospère encore pour plusieurs années. Merci de votre présence. Merci, M. Jean. Le journal Le Quotidien, Vincent Normandin, il y a déjà eu une suspension des Jardins une année. On sait qu'est-ce qui est advenu. Est-ce qu'on a la même crainte si ça pourrait arriver la même chose pour le Festival Dédé Fortin? Non, je pense pas qu'on puisse... Non, on n'a pas la même crainte du tout. Je vais me reprendre. Non, on travaille déjà présentement pour la 5e édition en 2016. On a déjà des choses de mise en place. On a des commanditaires, on a des partenaires majeurs. On a déjà de l'avant, on a un projet pour la campagne de financement qui s'en vient là, pour l'automne. On n'a pas les détails encore, mais on sait que ça s'en vient. On travaille très, très fort déjà pour l'édition 2005. Donc, oui, il y aura une édition en 2016. Denis Hudon pour le journal Le Point du Lac-Saint-Jean. Est-ce que les problèmes que vous avez actuellement ou des dernières années, est-ce que c'est un mix de deux choses, c'est-à-dire financièrement, c'est-à-dire l'argent, et puis aussi une question de bénévole? Je veux savoir un petit peu pour décortiquer ça un petit peu. Une question de bénévole pour l'activité en soi, pour le festival, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. On n'a pas de problème de se trouver de bénévoles. Les gens répondent bien. On a des habitués qui viennent autant pour monter le chapiteau que pour maintenir les bars ou pour nous donner un coup de main pour tout. Les bénévoles sont présents. Au conseil d'administration, quand on est arrivé à l'Assemblée générale au mois de novembre, il y avait 3 membres qui avaient décidé, qui nous avaient avertis l'année dernière, qui quittaient. Quand on est arrivé à l'Assemblée générale, il y en a 6 qui nous ont quittés pour des raisons, 3 pour des raisons personnelles. Il y en a une qui attend un petit bébé, donc on sait très bien que s'occuper d'un festival comme ça, avec un bébé à venir, c'est pas l'idéal. Donc, c'est des gens qui nous ont quittés. Donc, ça a fait un certain trou au sein du conseil d'administration. On a trouvé des gens pour nous soutenir. Il y a des nouveaux membres qui se sont ajoutés à nous, de la relève. C'est sûr qu'on a pris un peu de retard parce qu'il a fallu les trouver, ces gens-là. Il a fallu mettre en place, on a besoin de certaines personnes de ce type-là. Il faut aller les chercher, aller les solliciter pour qu'ils s'en viennent avec nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un conseil d'administration de 8 personnes. On était 6 à la base, on est rendu 8. Avec ça, on va pouvoir prévoir puis maintenir le festival avec ses fonctions qu'on avait l'habitude de voir, là, la grande qualité des spectacles et le grand festival qu'on a vu dans les 4 dernières années. Côté financier, l'année 2014 a été un petit peu plus difficile. Par contre, avec les activités de financement, avec quelques appuis, on a réussi là, à boucler la saison sans problème. Le budget de combien pour l'année passée? Par cœur comme ça, je m'en souviens pas. Autour de 110 000. Merci, M. Bérard. Vous, de la CAN, peut-être 100,3, vous dites que pour assurer la pérennité du festival, on prend un temps d'arrêt en 2015.
qu'est-ce qui a motivé cette décision-là? On s'est ramassé au mois de janvier avec les demandes pour les groupes n'étaient pas commencées, les demandes de commanditaires n'étaient pas lancées. On a eu un petit retard vu le nombre de personnes au conseil d'administration. Donc, on s'est vu arriver au mois de janvier avec un petit stress de se dire on y va dessus. Si on commence en janvier, février, de mettre en place tout, notre inquiétude, c'est qu'on n'aurait pas pu prévoir, mais offrir un festival de grande envergure comme on a l'habitude d'avoir. Donc, plutôt que présenter un spectacle un peu bâclé, notre objectif, nous autres, c'est d'avoir toujours un festival de grande qualité. Donc, le meilleur choix pour nous autres, c'était de le faire en 2016. Ça nous donne une année pour prévoir entière ce qui s'en vient, puis de nous permettre de faire une activité de financement à l'automne pour nous aider un peu dans notre festival. Donc, si j'ai bien compris tout à l'heure, le conseil d'administration était de combien de personnes avant l'Assemblée générale annuelle? 11. 11. Il y en a 6 qui ont quitté? Oui. Donc, il en restait 5? Oui. Et c'est le temps de combler des postes vacants qui a fait qu'on s'est retrouvé en janvier avec... C'est ça. OK. Est-ce que vous avez le sentiment, parce que ça se fait un peu M. Fortin, vous avez la population de parler de sentiment d'appartenance? C'est tôt, 5 ans pour avoir une prise de croissance pour le festival? Oui. C'est sûr que c'est tôt. C'est tôt, puis le festival en tant que quoi, on est arrivé avec... les gens qui ont conçu ce festival-là sont arrivés avec une idée pour les groupes de la relève. Alors, les gens de Normandin ne sont pas dans un milieu artistique comme d'un grand centre où c'est plus facile. Alors, ils ont arrivé avec un créneau qui n'était pas connu des gens de Normandin, et en plus, dans un festival, et tout ça, c'est sûr que la base était logique de rendre hommage à Dédé Fortin qui a rayonné partout au niveau provincial. Et c'est sûr qu'après 4 ans, les gens ne se sont pas appropriés, mais il faut continuer, puis il faut développer cet aspect-là. C'est sûr que le cœur, selon moi, doit rester le festival, doit rester le concours des groupes de relève. Ça sera un noyau qui sera intouchable. Oui. Mais est-ce qu'on peut apporter d'autres choses? Puis je parlais du programme musique-études, des activités familiales, etc., qu'on pourrait graviter pour en faire un festival. Oui. Pardon? Oui. Voilà. Mais le cœur, je pense qu'il doit rester là, puis il doit se développer. Je pense qu'il y a de la place. Combien vous avez de spectateurs, madame? 3 000. Oh, ça doit être 80 Normandins. À peu près. Oui, ça doit être le reste. C'est sûr qu'il y a les groupes qui nous apportent un peu de monde, mais ceux qui viennent de l'extérieur de Montréal, c'est pas ceux qui nous apportent plus de spectateurs, mais principalement, oui, non. Oui. Oui, effectivement. C'est un peu le reproche que faisaient un peu les organisateurs au cours des années. J'étais un peu déçu de la réponse du public, parce que, bon, un grand chapiteau, les spectacles de qualité, mais au bout du compte, il n'y avait pas la qualité des spectacles là, mais il n'y a pas de monde d'entendre. Comment, justement, on va réussir à créer l'engouement, parce qu'il y a quand même Dolbeau qui n'est pas loin, Saint-Félicien, quand on prend par exemple le coup de grâce à Saint-Prime qui fonctionne, qui soit tout le monde dans la fin de semaine, dans une petite localité qui est un petit peu plus petite que Normandin. Donc, pourquoi eux réussissent et pourquoi vous ne réussissez pas alors que c'est le même bassin de population? C'est une de nos questions qu'on devra répondre là, dans la prochaine année. Mais le créneau aussi, festival, c'est un concours de musique de relève. Donc, c'est un créneau, c'est pas un festival comme la Gourgane à Banel, c'est un succès, mais c'est un autre type d'événement. Ce que tu as souligné tantôt, Louis, c'est un autre type d'événement. Nous autres, c'est vraiment un créneau spécial. Puis, c'est une activité qui doit pas juste être locale, c'est une activité qu'on doit être provinciale pour aller chercher les groupes de relève. Et les commentaires qu'on recevait, puis l'année passée, c'était la première année que j'étais là en tant que maire, et je parlais avec les groupes. Ah, écoute, ils trouvaient ça merveilleux, eux autres, d'avoir la chance de venir se produire dans un festival. Puis, alors, le créneau n'est pas évident, mais je pense qu'on a de quoi à développer. Il faut prendre le temps de le faire, puis se positionner aussi, comme Michel l'a dit.
Puis je salue la décision parce que c'est pas évident de prendre une décision comme ça, mais c'est justement pour assurer la pérennité qu'ils ont décidé de faire ça. Regardez-vous l'idée de faire ça encore sur la rue principale sous un chapiteau? Vous avez rajouté d'autres choses, peut-être pour que ce soit plus petit, justement, pour que ça ait l'impression d'être plus impliqué pour les spectateurs? On regarde encore la possibilité de le faire sur la rue principale. Pour les groupes qui viennent, c'est une représentation très imagée de se présenter sur la rue principale de Dédé Fortin. Les commentaires des groupes qu'on a, ils ne pourraient pas avoir mieux. Si on déplace le chapiteau, si on change un peu, on va prendre les commentaires de la population, comme on a toujours fait. On va essayer d'en avoir plus pour voir. Mais pour l'instant, oui, on regarde encore le chapiteau sur la rue principale de Normandin. Est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas, habituellement, quand les groupes, le relève appel pour abandonner les inscriptions des jeunes qui prennent des informations, je ne sais pas c'est quelle période de l'année, mais est-ce qu'il y en a, là, qui vous ont appelé, vous avez dû leur dire à ces groupes-là qui avaient l'intention peut-être de s'inscrire, tout ça, leur dire, bon, là, cette année, oubliez ça, est-ce que c'est arrivé? Il y a plusieurs groupes qui ont signifié. Il n'y a personne qui a demandé « je veux m'inscrire ». On leur répond « on vous envoie le formulaire d'inscription dès qu'il va arriver ». Avec la page Facebook, avec le site Internet, on a beaucoup de groupes qui vont s'informer là-dessus. Il n'y avait pas d'informations qui avaient circulé avant aujourd'hui qu'il n'y aurait pas d'édition en 2015. La plupart des groupes sont en attente encore d'inscription. Donc, on va publier dans les prochains jours sur la page Facebook et sur le site Internet que la prochaine édition aura lieu en 2016. Aux mêmes dates, début juin? Normalement, oui. Je ne verrais pas pourquoi est-ce qu'on changerait. On a des belles dates. L'année passée, on a eu une température exceptionnelle pour le festival. Il n'y a rien de proche qui nous nuise. Donc, oui, les dates sont quand même importantes pour nous de les laisser là, au début du mois de juin. Juste une précision, le CA, l'AGA a eu lieu quand? Le 26, j'avais le 28 en tête, le 26 novembre. À chaque jour, vous déposez dans votre bac bleu des matières destinées à la récupération. Qu'arrive-t-il à ces matières? Où vont-elles? Saviez-vous que toutes les matières recueillies dans votre bac de récupération vont au centre de tri de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean? Collectées au porte-à-porte ou déposées dans des conteneurs, le verre, le plastique, le métal, le papier et le carton en provenance de partout au Lac-Saint-Jean se retrouvent ici, dans 16 installations situées à Roberval. C'est la Régie des matières résiduelles qui opère, par l'entremise du groupe Coder, le centre de tri de Roberval depuis 2008. En 2010, les installations ont été agrandies et modernisées afin d'accueillir davantage de matières. Chaque jour, plusieurs milliers de tonnes y sont traitées et triées. Maintenant, regardons de plus près la mécanique du triage. Près d'une vingtaine de trieurs affairés démêlent les matières et s'assurent de la qualité de ce que vous récupérez. La première étape du tri consiste à enlever les matières indésirables. Après avoir enlevé ces matières, le carton est séparé mécaniquement, tandis que les matières restantes se dirigent vers la deuxième étape du tri.
À cette étape, chaque matière est regroupée par type. Le plastique est trié manuellement par catégorie. Les boîtes de conserve sont attirées par une courroie magnétique. Le verre est concassé. Tout ce qui sort de la chaîne de tri tombe à l'intérieur d'une case. Une fois pleine, elle est vidée et les matières sont alors poussées dans un convoyeur qui les dirige vers la presse où elles sont mises en ballots. Les ballots sont par la suite entreposés et sont ainsi prêts pour l'expédition. Malheureusement, encore beaucoup de matières indésirables se retrouvent au centre de tri. Par exemple, les vêtements, les contenants de styromousse, les couches, le caoutchouc, les petits encombrants, les animaux morts, les restes de table sont des matières à ne pas mettre dans votre bac bleu. Et maintenant, quelques rappels concernant les bonnes pratiques en matière de recyclage. Il est important de toujours vider et rincer les contenants afin de ne pas souiller les autres matières. De plus, cette pratique favorise un environnement plus hygiénique pour les employés du centre de tri. N'oubliez pas de remplir vos bacs à pleine capacité tout en évitant les débordements. Videz les sacs publicitaires de leur contenu pour en faciliter le tri. Et n'oubliez pas, pour tout ce qui concerne les petits appareils électriques, les piles, les bonbonnes de propane, les meubles, les électroménagers, les pneus ou tout autre objet encombrant, il y a un écocentre près de chez vous. Pour plus d'informations, visitez le www.rmrlac.qc.ca.